Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, quelquefois un événement historique peut se passer sans que le grand public s'en rende compte. C'est ce qui s'est passé pour la monnaie chinoise qui intègre le DTS, le droit de tirage spécial de FMI, et la monnaie chinoise est devenue ainsi l'un des 5 monnaies de réserve internationale. Alors c'est un événement parce que pour la monnaie chinoise, depuis presque 300 ans, c'est la première fois qu'elle pénètre dans le centre du monde financier dominé d'ailleurs par l'hégémonie du dollar depuis presque un demi-siècle. Alors, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer pour nous, le peuple chinois, les gens ordinaires, pour la Chine et pour le monde? C'est ce que je vais demander à mes deux invités. Économiste et politologue Ting Yifan, qui est auteur de plusieurs ouvrages sur l'économie justement, et aussi le journaliste français Richard Hart, qui est correspondant de Parisien à Pékin. Voilà, merci à tous les deux d'accepter notre invitation et on va vous écouter. Et avant de les écouter, de les entendre, on va regarder ensemble ce petit reportage. Le 30 septembre dernier, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a déclaré que l'inclusion du yuan chinois dans les DTS, les droits de tirage spéciaux du FMI, était une étape historique. L'élargissement du panier est un jalon historique pour les DTS, a-t-elle affirmé, pour le Fonds international et plus important encore pour la Chine et le système monétaire international. C'est un pas important vers l'intégration de l'économie chinoise dans le système financier, monétaire et global. À cette occasion, le Fonds monétaire international a annoncé les nouveaux montants de monnaie qui détermineront la valeur du DTS pendant la nouvelle période d'évaluation. L'inclusion du yuan dans le panier de devises du FMI en tant que 5e monnaie est le premier changement depuis l'adoption de l'euro en 1999. À compter du 1er octobre 2016, le renminbi est considéré comme une monnaie librement utilisable. À l'époque, le conseil d'administration a décidé que les pondérations de chaque monnaie seraient de 41,73% pour le dollar des États-Unis, de 30,93% pour l'euro, de 10,92% pour le yuan, de 8,33% pour le yen et de 8,09% pour la livre sterling. Madame Lagarde a ajouté, l'inclusion du renminbi reflète les progrès accomplis par la Chine dans la réforme de ses systèmes monétaires, de change et financiers, ainsi que dans la libéralisation et l'amélioration de l'infrastructure de ces marchés financiers. La poursuite et l'intensification de ces efforts, avec des garde-fous appropriés, rendront le système monétaire et financier international plus robuste, ce qui à son tour favorisera la croissance et la stabilité de la Chine et de l'économie mondiale. Voilà. À ma main, il y a un billet de 100 yuan. Voilà, c'est le billet chinois. Alors, je voudrais poser une question à Ting Yifan, mais aussi à Richard. Avant que la monnaie chinoise intègre le DTS, et après, est-ce que ce 100 yuan a changé quelque chose pour les Chinois et ainsi pour le monde, voilà. Alors, Ting Yifan. En fait, je ne pense pas que la monnaie chinoise change beaucoup de choses. Au sens où, depuis un certain temps, les Chinois, quand ils voyagent à l'étranger, ils peuvent relativement facilement convertir leur monnaie, donc le renminbi ou le yuan, en d'autres monnaies, en monnaie locale. Donc, et donc ça va continuer à faire comme ça. Ce qui change, c'est dans les banques centrales d'autres pays. Parce que, tout de même, la plupart des pays sont membres du FMI ou de la Banque mondiale, et les banques centrales de ces pays membres du FMI et de la Banque mondiale sont obligées de garder une partie, dans leur réserve de devises, une partie de yuan. Donc,
le yuan commence à pénétrer dans les différents... Dans la réserve de devises des banques centrales. Voilà. Alors, pour l'Europe, par exemple, est-ce que l'Europe va augmenter effectivement le yuan comme le billet de réserve, de monnaie de réserve? Oui, maintenant, et quel est le pourcentage? ça officialise une possibilité, disons. Le pourcentage, on va le voir peu à peu. Oui. Il y a déjà un pourcentage, non. Du fait que le yuan est rentré dans le FMI, il est la troisième monnaie maintenant présente. Après le dollar et le l'euro. dollar qui est exactement pour 42%, l'euro qui est pour 31%, le yuan qui est pour 11%, et il reste et le yen japonais est à 1%, et la livre sterling à 3%. Voilà. Bon. Donc ça fait forcément un changement. Après, c'est vrai que c'est pas pour le Chinois qui fait du tourisme, ou qui voyage même pour en faire, ça n'aura pas un effet concret, sauf s'il fait énormément d'affaires, évidemment, si c'est un businessman. Mais en revanche, pour les banques centrales, comme le disait Ling Yifan, lorsqu'un, par exemple, un pays est en difficulté et qu'il veut une devise pour se renflouer, il veut du crédit, et qu'il est membre du FMI, il demandera du yuan au lieu de demander du dollar ou de l'euro. Et ça pourra donc, l'échange, la somme qu'il recevra pourra être en yuan, et il pourra aussi ensuite rembourser en yuan. Ça, c'est nouveau. Mais Ténifan, tout à l'heure, vous avez dit, comme Richard dit aussi, ça ne change pas grand-chose pour le grand public, mais quand même, théoriquement, la monnaie chinoise n'est pas convertible. Et un Chinois qui fait le tourisme à l'étranger, ou bien qui veut aller à l'étranger pour faire ses études, il devait changer la monnaie chinoise contre une devise. Et le fait que le yuan, la monnaie chinoise, est intégré dans le DTS, est-ce que ça change quelque chose pour ces Chinois qui veulent aller à l'étranger? Je pense que déjà, les Chinois qui voyagent à l'étranger, qui font leurs études, qui font leur business à l'étranger, ils ont déjà droit à l'échange d'une certaine somme d'argent en d'autres monnaies, en d'autres devises. En fait, je pense que ce que vous mentionnez fait référence au contrôle de capitaux, en fait. Ce n'est pas tout à fait la convertibilité, parce que la convertibilité est réalisée dans une grande partie. Parce que si je prends le cas de la Chine d'aujourd'hui avec le cas de France, dans les années 1980 par exemple, les Français à l'époque n'avaient droit à une somme de devises étrangères beaucoup plus limitée que les Chinois d'aujourd'hui par exemple. Les Chinois, tous les ans, ils peuvent convertir au maximum, s'il n'y a pas raison de business, mais s'ils veulent voyager, s'ils veulent, etc., ils ont droit d'échanger pas plus de 50 000 $, je crois, quelque chose comme ça, en une seule fois. Donc, s'il veut continuer, il peut, à l'intervalle d'un mois ou de 2 mois, il peut continuer à la comparaison est difficile avec aujourd'hui, parce que l'euro n'existait pas à l'époque. C'est le franc. Sur la France, c'était le franc. C'était le franc. Oui, mais à l'époque, c'est ça. Les Français ne peuvent pas convertir leurs francs en dollars ou en Deutschmark aussi simplement que ça. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant 1er octobre ou un après? Par exemple, le rapport entre dollar et yuan chinois, est-ce qu'il y a un changement? Apparemment, yuan est en train d'évaluer. Oui, mais ça, c'est plusieurs raisons. D'abord, parce qu'avant, le taux de change de yuan de la monnaie chinoise était plus ou moins fixé sur le dollar. Donc on regarde le taux de change du dollar, finalement. Mais le dollar n'était pas une monnaie stable depuis la crise. Donc 2008, le dollar a beaucoup dévalué. Mais à ce moment-là, on a oublié de mentionner qu'à partir de 2003, 2004,
Donc on a laissé le yuan un peu flotter. Donc le yuan était dans une course de réévaluation constante contre le dollar. Plus de 20% durant 10 ans. 30%. 30%, oui. Oui, mais alors maintenant, depuis qu'il est rentré, le yuan, dans le DTS, il subit une certaine décote qui est intéressante. Mécaniquement, il y a des raisons. Parce que autrefois, le yuan était fixé sur le dollar. Maintenant, le yuan, normalement, devrait être, ou la valeur du yuan, le taux de change du yuan, devrait être fixé sur un panier, un panier de monnaie, c'est-à-dire l'euro, dollar, oui, c'est ça, livre sterling, le yen, etc. Mais comme les autres monnaies ont dévalué contre le dollar, donc yuan, obligatoirement, le yuan devrait prendre en compte cette différence. Donc, du coup, le yuan a dévalué un peu plus de ça. Mais à part cette décision plus ou moins mécanique, il y a d'autres raisons de la dévaluation du yuan. Parce que lorsque votre monnaie est devenue une monnaie internationale, vous ne devez pas garder seulement la valeur de votre dollar selon la valeur d'une autre monnaie. Vous devez le laisser fluctuer un peu, flotter un peu. C'est ça, c'est la théorie. Comme l'euro et le dollar, ou la livre sterling et le dollar. Ça devrait flotter en fonction de la demande et de l'offre du marché. Et là-dessus aussi, la Banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine, a décidé de laisser la marge élargir un peu plus de flottement entre le yuan et le dollar. Pour tenir compte du fait qu'ils sont rentrés dans le FMI. Et dans ce cas-là, comme on pense que la Réserve fédérale va bientôt relever le taux d'intérêt, que le dollar va rentrer dans un cycle de réévaluation, il y en a qui veulent rattraper le processus et qui veulent aller au-delà ou en avance sur l'événement. Mais il y a un problème de conjoncture. Si on ne sait pas très bien ce que va faire le dollar, pour une raison très simple, c'est que les États-Unis sont en campagne électorale. Tout est à peu près bloqué. Surtout que la campagne en question, à peu près un mois. Oui, la campagne en question, elle est plutôt tendue en ce moment. C'est ça. Ce que j'explique, ce sont les motivations des investisseurs ou des spéculateurs, comme vous voulez, mais ce sont des gens qui veulent faire sortir de l'argent de Chine pour essayer de gagner sur la variation de taux de change entre le dollar et le yuan. C'est très risqué de faire ça, parce qu'on ne sait pas très bien où on va. Hein. Oui, moi, je ne m'amuse pas à ça. Mais depuis l'année dernière, il y a à peu près plus de 50 milliards de dollars de yuan sortis de Chine. Pour rejoindre ce courant de spéculation. J'appellerais ça un courant de spéculation. Mais ce qui exerce évidemment une pression extraordinaire sur le yuan, sur le taux de change de yuan. Ce qui provoque un peu la dévaluation. Ça, c'est parce qu'il y a une raison aussi interne de la Chine, apparemment, parce que le prix de l'immobilier augmente, le bourse chute, il y a des monnaies, il y a de l'argent où on ne sait pas où il faut le mettre. Ah oui, c'est ce qu'appelle, il y a effectivement un problème d'investissement en Chine, dans quelques secteurs, etc. Mais le plus grand problème, c'est que depuis la crise, il y a une quantité massive de monnaies appelées hot money qui sont d'entrée en Chine, qui représentent quelque chose comme 1000 milliards de dollars. Ces hot money sont entrés en Chine à la recherche de la différence, ou qui fait l'arbitrage des taux d'intérêt entre les États-Unis et la Chine, parce que aux États-Unis et en Europe, au Japon, dans les grandes économies développées, le taux d'intérêt est zéro. Donc, ils peuvent emprunter avec un taux très intéressant de l'argent et faire rentrer cet argent en Chine. Et en Chine, on a tout de même un taux d'intérêt plus normal. Ils sont 2 ou 3. C'est ça. Mais si les institutions de finance, avec des quantités massives d'argent,
Ils peuvent en gagner beaucoup. Ouais. Donc cela, il fait rentrer plus de 1000 milliards de dollars en Chine, puis le yuan était en réévaluation contre le dollar. Donc, plus la différence de taux d'intérêt et de taux de change. Ils peuvent en gagner jusqu'à plus de 16% par an. Ah, d'accord. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'argent qui sont rentrés comme ça en Chine. Oui. Mais ça signifie, si on reprend le début de la discussion, que la Chine joue un rôle central sur l'économie mondiale actuellement. Et la décision du FMI de la faire entrer dans le système de DTS, ça prouve avant tout que la Chine est reconnue comme une économie fondamentale actuellement. C'est une décision importante pour le FMI qui n'avait pas fait rentrer de monnaie depuis l'euro en 1999 dans son panier. Et d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu les déclarations faites par Christine Lagarde, la présidente du FMI. Qui était présente à la cérémonie d'officialisation. Elle saluait les progrès accomplis par la Chine dans la réforme de son système monétaire, son système de change, son système financier, ainsi que dans la libéralisation et l'amélioration de l'infrastructure de ses marchés financiers. C'est un peu... ça dit bien qu'on compte sur la Chine pour rééquilibrer un système global qui est un peu malade. Un peu malade, oui. Et la Chine, comme l'a laissé entendre Ding Yifan, c'est très contrôlé, le système monétaire. Donc, la monnaie chinoise est devenue l'une des 5 monnaies de réserve. Alors maintenant, avec ce fait, et avec aussi que la monnaie chinoise est devenue effectivement aussi une monnaie de règlement sur de paiement, voilà. Sur, par exemple, le paiement pour le gaz naturel de la Russie, le pétrole de l'Iran. Est-ce que la monnaie chinoise est en train de défier l'hégémonie du dollar? D'une certaine manière, oui. Parce que, prenons le cas avec l'Europe, par exemple. Le commerce bilatéral entre la Chine et l'Europe était réglé partiellement en euros et partiellement en dollars. En dollars. C'est assez, depuis un assez certain bizarre. Temps, depuis un certain temps, la partie payée en dollars est maintenant payée en yuan. Donc ça fait... ça réduit... ça réduit l'utilisation de dollars dans le commerce international. Donc c'est beaucoup... Si le dollar reste une monnaie prédominante dans le système monétaire international, c'est parce que le dollar était la monnaie de paiement pour beaucoup de produits. Si ces produits peuvent payer d'abord par euro, puis par yuan, etc., ça constitue une force d'érosion sur le système de dollars. On n'a plus besoin de garder tant de dollars pour le paiement du commerce international. Et donc ça fait effectivement un changement assez important. D'autant plus que comme le yuan est devenu une partie de réserve de monnaie, donc les autres banques centrales doivent garder ce qui les déprive de leur moyen de garder continuellement du dollar. Parce qu'il faut faire un choix. Tout ça montre qu'on est dans un système monétaire international qui évolue avec des tas de questions. Une mutation importante. Et que la Chine entre dans le système avec précaution. Ça, c'est un autre aspect qui est assez intéressant. Elle ne se précipite pas pour prendre la place du dollar, c'est pas ça du tout. D'autant qu'elle en a beaucoup dans ses réserves. Donc elle peut pas, il ne faudrait pas que ça s'écroule non plus. C'est contre ses propres intérêts aussi. Exactement. Et l'Europe, la France, l'Angleterre, le Luxembourg et beaucoup de Français, beaucoup de pays européens apparemment accueillent cette nouvelle avec les bras ouverts parce que eux, ils ont établi des chambres de changement offshore de monnaie chinoise. Ils veulent effectivement utiliser cette monnaie, si je comprends bien. C'est évident, oui, bien sûr, c'est positif pour eux. Ça permet de diversifier, de ne pas tout faire en dollars. Et puis,
d'utiliser sur la scène internationale cette nouvelle possibilité donnée par le yuan. C'est très important. Est-ce que ce sera une pousse positive pour les échanges commerciaux entre l'Europe et la Chine? Dans la mesure où la Chine consacrera une partie de son économie au commerce extérieur, oui, bien sûr. Ça ne peut qu'être positif, il me semble. Évidemment, il faut voir maintenant quelles seront les fluctuations du yuan. S'il s'amenait à baisser un peu trop, à être proche d'une dévaluation qui n'est jamais annoncée à l'avance, évidemment, ce serait un petit peu embêtant. Mais en même temps, le yuan est rentré dans un système international maintenant. Il faut qu'il en tienne compte. Il y a des moments où il sera plus haut, des moments où il sera plus bas. Il y aura des formes de spéculation, comme ça. Forcément, ça un petit peu. Et tout ça, ça fait que il va falloir observer l'évolution du yuan, de même qu'on observe celle de l'euro. Et puis, on verra où on en est pour le dollar après la campagne présidentielle aux États-Unis. Et Théine Fan, j'ai une autre question. Est-ce que le fait qu'on a parlé tout à l'heure, depuis le début de l'émission, l'officialisé de monnaie chinoise à DTS, est-ce que ça aide à la Chine d'investir à l'étranger, dans les pays européens, africains, etc.? Je pense que d'une certaine manière, oui. Parce que comme le yuan est devenu une des monnaies de réserve, donc les pays sont obligés, les banques centrales des pays membres du FMI sont obligés d'en garder. Et dans cette optique-là, si les entreprises chinoises investissent dans ces pays, donc en yuan, en monnaie chinoise, et donc ils seraient plus accueillis favorablement par les autorités locales. Les autorités locales, oui. Donc, dans cette optique, je pense que oui, ça peut faciliter les entreprises chinoises à investir davantage à l'étranger, parce que ça diminue le risque de change. Lorsque une entreprise chinoise investit à l'étranger avec une monnaie étrangère, elle fait face à des risques de change. Parce que si elle investit en dollars, par exemple, ou en euros, et si demain, l'euro dévalue beaucoup, et ces investisseurs, le retour de ces investisseurs calculant en euros, ça peut causerait des pertes dans le bilan des entreprises. Tandis que s'il investit en renminbi, et ses affaires sont concentrées en Chine, ses profits sont calculés en renminbi, il subira beaucoup de changements. Il n'y a pas beaucoup moins de risques. Oui, sauf si le yuan baisse. C'est ça, sauf le yuan dévalue cette possibilité. Hein. Il ne faut pas que le yuan, dans la période qui vient, ait des soubresauts trop important, disons. Hein. Oui, justement, le gouvernement chinois a annoncé, le Premier ministre Ali Keqiang à plusieurs reprises, que la monnaie chinoise n'a pas une tendance baissière de long terme, de longue durée. Mais apparemment, il y a une force qui joue sur l'évaluation de yuan à long terme. Il ne va pas le dire, en tout cas, le Premier ministre. Jamais un gouvernement qui va dévaluer ne le dit avant. Il faut qu'il y ait un minimum mais il y a aussi un problème de tactique pour les gouvernants. Mais je pense que... C'est très subtil. Quand on regarde ce qu'on appelle les fondamentaux des grandes économies, etc., il n'y a pas raison de croire que finalement, la Chine aurait besoin de dévaluer intentionnellement ou artificiellement pour gagner de la compétitivité. Parce que la raison que les gens ont de douter de la dévaluation ou de la réévaluation des monnaies, c'est qu'on pense que à un certain moment de l'histoire, un pays sera forcé de dévaluer la monnaie pour gagner de la compétitivité. C'est ça la raison. Mais alors qu'en regardant les fondamentaux de toutes les grandes économies du monde, la Chine n'a pas de raison de dévaluer sa monnaie pour gagner de la compétitivité. Parce que on est dans une période actuellement, avec l'entrée dans les BTS, où le yuan, en quelque sorte, cherche un peu sa vraie valeur. Et il y a une baisse, il y aura sans doute une hausse après les élections américaines. C'est-à-dire que
le yuan est à la recherche de sa bonne place sur la scène internationale. Et il faut combien de temps pour qu'il puisse trouver cette bonne place? À court terme, je pense qu'il peut y avoir encore des périodes de haut et de bas de la monnaie, parce que forcément, l'entrée du yuan dans le DTS va créer des opportunités de spéculation. Forcément, donc ça va créer des mouvements d'instabilité. Avec des fuites de capitaux. C'est ça. Oui, mais à la longue, ça ne peut qu'augmenter. Parce que, regardez bien, si on mesure l'économie chinoise par son taux de change ou par le PPP, c'est-à-dire le pouvoir de parité de pouvoir d'achat. Le parité de pouvoir d'achat. En fait, l'économie chinoise est sous-estimée de beaucoup. Oui. Comment décrivez-vous la situation financière internationale, mondiale, avant le 1er octobre et après? Alors, je pense que d'une certaine manière, l'entrée du yuan dans le DTS est d'une bonne chose pour la stabilité de la finance internationale. Parce que ça permet aux agents d'avoir un outil de plus. Oui. Parce que finalement, le marché financier international est instable aujourd'hui. Oui, il y a trop d'incertitudes. Depuis peu de temps, on parle d'une crise majeure de Deutsche Bank, par exemple, de la banque de Deutsche Bank. Et le système bancaire européen est questionné par l'opinion publique américaine. Mais quand on voit ce qui est en train de se passer aux élections présidentielles aux États-Unis, on a de fortes raisons de croire que finalement, le marché américain n'est pas très stable non plus. Donc, on ne sait pas. Et dans ce cas-là, une autre monnaie plus ou moins plus stable. C'est ça. L'économie, situation de l'économie un peu d'espérance aux investisseurs internationaux qui pourraient encore trouver un outil de s'appuyer dans l'avenir. Mais la décision du FMI ne fait que tenir compte de quelque chose qui existe. La place du yuan sur la scène internationale, elle était évidente depuis pas mal d'années, en fait. Au moins 5 ans. Oui, c'est ça. Sans que les gens le sachent et sans que les gens en parlent. Oui, enfin quand même, les gens qui font du business, ils s'en rendaient compte. Oui. Il y a des tas d'investissements qui se faisaient en yuan, des tas de pays qui préféraient passer par un financement en yuan que tout autre. Donc c'est une officialisation, et c'est une officialisation de la place du yuan. Ça devient, cette fois-ci, c'est clair, une monnaie internationale. Et le FMI a bien fait, de son point de vue, de l'intégrer dans ses monnaies, puisque c'est une monnaie qui existe. Voilà, c'est à peu près donc une très bonne nouvelle pour le monde financier, alors pour le monde entier, surtout aussi pour la Chine, parce qu'après cette longue marche de 30 ans de réforme et d'ouverture, je crois qu'on arrive à monter sur la scène internationale d'une façon déterminante. Voilà, mais de toute façon, c'est une très bonne nouvelle. Oui, chaque fois, lorsque je parle avec vous, je suis devenu plus optimiste qu'au début. Ça, c'est très bien. Bon, merci beaucoup à tous les deux. De responsabilité. Oui. Bon, c'est bien, parce que le monde est un peu morose. Le monde a besoin de l'optimisme. Et je vous remercie de nous apporter cette bonne nouvelle. Merci à tous les deux et merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.